Bonsoir, bienvenue au FIFDH. Aujourd'hui, n'est pas coutume, on ne va pas vous proposer un film, mais un format un peu nouveau. Aujourd'hui, nous allons parler d'antisémitisme autour d'un projet de podcast. Cet événement, on l'organise en collaboration avec le BIC, donc le Bureau d'intégration et de la citoyenneté du canton de Genève, ainsi qu'avec les créateurs et créatrices du podcast Chahut Média. Et c'est avec eux que nous avons pu construire cet événement. Et donc je vais inviter sur scène à me rejoindre David Brin-Lambert et Carole Harari pour nous accompagner sur cet événement. Bonsoir David. Bonsoir. Bonsoir Carole. Bonsoir Carole, David, on est les cofondateurs d'un studio de création de documentaires audio ou de podcasts qui a été créé à Genève il y a 3 ans de ça déjà. Et en effet, en août dernier, on a publié une série podcast en 5 épisodes, plus 2 épisodes hors série, qui s'appelle « Qui a peur des Juifs ?», conçue en collaboration très étroite avec une sociologue franco-israélienne qui s'appelle Ilana Weizmann. Sans doute parmi vous, vous la connaissez. Podcast qui a eu... sorti donc fin août, beaucoup de renommée, beaucoup d'impact dès sa publication, évidemment avant les événements d'octobre. Aujourd'hui, on est à 50 000 écoutes, je crois, au dernier recensement. Et puis le podcast a été présenté dans plusieurs festivals, dont le grand festival Longueur d'onde, qui est le festival de Cannes des créations radiophoniques et podcasts. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'invitation de Robin, qui nous a proposé de construire peut-être presque un épisode live d'après ce que serait un autre épisode, après évidemment les événements d'octobre dernier. Comment est-ce qu'on pourrait repenser aujourd'hui l'antisémitisme et la lutte contre l'antisémitisme? Comment est-ce qu'on peut penser cet objet qui nous fait du mal à nous en tant que citoyens, citoyennes, aussi en tant que société? C'est tout l'objet de la discussion qui va avoir lieu ce soir. Donc ce format inhabituel, encore merci au FIFDH de le proposer avec nous. On va écouter des très brefs extraits du podcast et puis ces extraits vont un peu chapitrer la discussion avec des invités, une table ronde qu'on a imaginée ensemble, pas uniquement avec des gens qui nous ont accompagnés de près ou de loin dans la création de ce podcast. David Erodogno, Pamela Oeneniako, Anna Assouline. On est très heureux qu'ils soient là parce qu'ils nous permettent d'avoir une réflexion posée, intelligente, qui nous fait du bien. Et apaisée. Et nous, c'est notre petit acte de résistance, de prendre ce temps, de discuter, d'avoir des doutes, d'avoir des questions, de ne pas forcément avoir un avis sur tout. Et on est très heureux qu'il soit là ce soir. À la modération, vous aurez l'immense honneur d'avoir Célia Héron, qui, pour nous, compte parmi les meilleurs journalistes de loin, roman. Elle écrit dans Le Temps. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Robin pour l'invitation. Merci au FIFDH de nous avoir ce soir. Merci à tous les deux. Avant d'accueillir nos invités que vous avez présentés, vous avez fait mon travail, donc c'est super. On tenait juste à proposer quelques mots d'introduction, de donner la parole à Johan Gurfinkel, qui est secrétaire général de la CICAD, parce qu'on a envie de comprendre un peu, on parle d'antisémitisme, on en parlera dans la soirée, mais on voulait savoir un petit peu que Johan puisse nous éclairer sur la situation actuellement en Suisse. Quand on parle d'antisémitisme aujourd'hui, de quoi on parle? Bonsoir. Alors merci pour votre invitation au FIFDH, c'est une première. C'est une première à plusieurs titres. C'est la première fois que la CICAD a été conviée. C'est probablement une des premières fois où on parle d'antisémitisme. Et pourquoi? Parce que vous le voyez, on en parle assez. C'est un sujet clé depuis le mois d'octobre, mais c'est pas au mois d'octobre qu'on a inventé l'antisémitisme, mais c'est au mois d'octobre qu'on a vu l'explosion de l'antisémitisme. J'ai envie de vous rappeler juste quelques chiffres, parce qu'évidemment, on me demande toujours des chiffres, des chiffres et des chiffres, et ça, chaque chiffre et chaque nombre, il y a aussi une victime, il y a aussi un témoin, il y a des gens qui voient et qui sont extrêmement marqués et meurtris par ce qu'ils vivent au quotidien, même en Suisse. En Suisse, on parle de 1500 actes antisémites sur l'année 2023. C'est colossal. Sur la Suisse romande, c'est 944. C'est 68% de plus que l'année précédente. J'ai envie de vous parler du 2 mars, où un homme juif à Zurich se fait poignarder parce qu'il est juif. J'ai envie aussi de vous parler, parce que c'est un thème récurrent dont on parle beaucoup et qui est un thème légitime et qu'il faut porter, c'est aussi la question du féminisme. Et je vous rappelle qu'il y a quelques jours, à Lausanne aussi, on a vu des femmes juives être évacuées d'une manifestation engagée pour la grève féministe et pour laquelle on leur a expliqué, la police notamment, qu'elles n'étaient pas les bienvenues, parce qu'évidemment dans le contexte actuel il était difficile
d'un groupe de femmes juives de pouvoir manifester à côté d'autres femmes en raison d'une cause qui n'est pas la leur, mais qui est la cause effectivement et qui touche au Proche-Orient. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que cet antisémitisme, il s'est ancré, et cet antisémitisme qui nous pose problème aujourd'hui, c'est de devoir en tout cas fermer les yeux, de raser les murs, et de ne pas pouvoir afficher cette identité juive parce qu'on est confronté à l'antisémitisme et qu'on ne se rend pas compte à quel point l'apathie, le silence assourdissant qu'on dénonce en permanence est extrêmement pesant pour beaucoup de juifs, pour beaucoup d'enfants juifs dans les écoles qui sont victimes de toutes les accusations allant de meurtriers d'enfants à ceux où on leur demande effectivement peut-être de retourner au Auschwitz se faire gazer. Ça paraît très lointain tout ça, probablement totalement imaginé dans la conscience ou l'inconscience des uns ou des autres. C'est une réalité qui nous confronte aujourd'hui à autre chose. C'est cette identité qu'on doit aujourd'hui réaffirmer en tant que citoyen et pour laquelle on nous renvoie systématiquement à un conflit qui est celui entre Israël et le Hamas et pour laquelle chaque juif devrait porter aussi ce fardeau d'une responsabilité par rapport à ce conflit existant qui est terrible, encore une fois, mais pour laquelle chaque juif aurait une part de responsabilité. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on appelle de nos voeux aujourd'hui, c'est de l'empathie. C'est une compréhension, c'est une écoute. Cette écoute aussi, elle devrait appeler à un moment donné à un soulèvement de nos concitoyens qui exprimeraient un minimum de solidarité alors que le 2 mars, un juif se fait poignarder en pleine rue et je pense qu'on l'a déjà oublié. C'est par rapport à cette situation que la CICAD existe, dont la vocation première est effectivement d'être mobilisée contre l'antisémitisme au nom des communautés juives et des associations en Suisse romande. Elle est là aussi pour passer des messages, tenter autant faire se peut de vous éveiller par rapport à ce phénomène, qui est un phénomène terrible, mais dans lequel beaucoup de juifs sont confrontés au quotidien, et depuis le 7 octobre, auquel ils vivent avec cette situation quotidiennement, chaque jour, que les élèves y sont confrontés, qu'on soit à Genève ou à Fribourg. C'est par rapport à ça que j'aimerais effectivement aussi avoir votre soutien, votre empathie, votre écoute, et probablement avoir conscience parfois que chacun d'entre nous est capable aussi d'apporter un message de soutien, de solidarité, d'encouragement à chaque personne qu'elle connaît, qui est un citoyen, un concitoyen, un voisin, mais qui est confronté de par son identité religieuse à être l'objet d'attaques, voire d'injures, quasi de façon quotidienne. Je ne veux pas tirer effectivement la couverture pour dire que cette cause-là elle serait supérieure aux autres. C'en est une et elle n'a pas à être cachée pour autant et c'est un peu ce à quoi on nous confronte. L'antisémitisme existe et j'ai envie de vous dire, nous avons besoin de vous comme vous avez besoin de nous aujourd'hui. 1500 actes antisémites, c'est juste improbable, c'est incommensurable et c'est beaucoup trop. Chaque acte est un acte de trop, mais on a besoin aussi de votre révolte et de votre écoute. Merci pour votre temps. Merci. Merci Johan pour ces paroles. Donc pas de film. Maintenant, on va accueillir le panel. Un petit moment d'écoute et de discussion avec elles et eux. Et puis tout à l'heure, à l'issue de la discussion, vous pourrez bien sûr poser vos questions. Merci d'être avec nous pour cet événement et à tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir à tous et toutes. Merci infiniment d'être là ce soir. Comme on vient de l'entendre. Bonsoir. J'allais les présenter. Hein. Comme on vient de l'entendre, la réalité de l'antisémitisme nous rattrape avec son kaléidoscope des violences, ancré dans le temps, qui revêtent différentes formes selon les époques, les territoires, mais qui s'inscrivent dans un continuum. Et donc, quelle place occupe l'antisémitisme dans la société en général et sur la scène antiraciste en particulier? Quels ont été les moyens et quels sont les moyens actuels de combattre ensemble racisme et antisémitisme? Pour en parler ce soir, on a un magnifique panel. Je vous présente Anna Assouline, réalisatrice, fondatrice du mouvement Les Guerrières de la Paix. Bonsoir. Bonsoir. Ça marche. Pamela Oene-Nyako, fondatrice de la plateforme littéraire Afrolite, assistante doctorante à l'Université de Genève, qui prépare actuellement une thèse sur l'internationalisme des femmes noires européennes des années 60 à 2001, si je ne me trompe pas. Bonsoir, merci d'être là. Et enfin, David Rodogno, auteur, historien de l'humanitaire, des droits de l'homme et des organisations internationales depuis le 19e, et qui intervient lui aussi comme Hannah dans le podcast dont on va écouter un certain nombre d'extraits ce soir, qui a peur des Juifs, c'est le nom de ce podcast. Donc pour faire un peu connaissance...
Merci beaucoup. Pour faire un petit peu connaissance et pour aller dans le sens du travail d'Ilana Weisman, qui a créé ce podcast et dont on va beaucoup parler ce soir, elle souligne toujours l'importance du point de vue depuis lequel on s'exprime, donc du point de vue situé. Et je voulais commencer ce panel en vous demandant à chacun d'où vous parlez, c'est-à-dire quel est à chacun votre point de vue situé. Je ne sais pas lequel de vous veut commencer, peut-être Hannah, qui est tout de suite sur ma droite. Ok, ça commence fort. On entre. De quel point de vue on se situe quand on parle? Alors, je crois que je me situe d'abord, en tout cas dans ce contexte-là, comme une militante antiraciste et aussi une militante qui est engagée pour la paix, la justice et l'égalité à travers un mouvement donc de femmes juives et musulmanes que j'ai cofondé et évidemment aussi en tant que femme juive, je pense que c'est précisément à partir de ce qu'on est, à partir de la reconnaissance pleine et entière de son identité, de son histoire, qu'on peut aborder une réelle solidarité, un réel échange avec les autres. Et on ne doit pas avoir à gommer ou à taire une partie de notre identité. Donc je pense que c'est précisément la condition du dialogue, c'est cette reconnaissance. Parfait, merci beaucoup. Pamela, d'où parlez-vous ? Bonsoir à tout le monde. Merci pour cette question. Alors sur la question de l'antisémitisme, à deux titres. Donc en tant que femme noire en Suisse, à la fois aussi militante et chercheuse sur le racisme noir et en l'occurrence comment il est vécu et articulé par les femmes noires. Donc c'est aussi une identité, une expérience que je partage. Mais ce qui peut-être apparaît de manière moins flagrante pour les personnes qui me connaissent moins personnellement, c'est que ma grand-mère était allemande et qu'en fait la première socialisation que j'ai eue au racisme et à l'antiracisme était son silence et le travail d'une forme d'historicisation fait par ma mère en fait par rapport à cette histoire-là. Donc voilà, c'est ce qui m'a accompagnée avant même qu'on me parle de racisme anti-noir. En fait, on me parlait de l'antisémitisme et même le racisme anti-noir était tu. Dans le silence fait partie. Exactement. Donc le silence, voilà, de quoi est-ce qu'on parle et à qui est-ce qu'on en parle. Ouais. Ok, parfait. Merci beaucoup. David? Pour moi, c'est un peu différent parce que je suis chercheur et je pense que c'est très important de pouvoir parler justement dans des contextes comme celui-ci, donc sortir de notre tour d'ivoire académique pour pouvoir échanger sur des sujets sur lesquels on travaille parfois depuis des années, ou dans mon cas depuis des décennies. Je commençais avec l'antisémitisme, je continue avec le racisme, c'est ce que je fais de manière beaucoup plus assidue depuis 2017-2018 à l'Institut d'autres études internationales où nous avons vraiment un public qui vient des 5 continents et des étudiants qui ont des cultures et des backgrounds qui sont complètement différents et donc une histoire internationale du racisme qui comprend aussi l'antisémitisme, bien évidemment, a été vraiment une mission pédagogique. Et puis on a essayé, mon collègue Mahmoud Mohamedou, qui n'est pas là ce soir, et moi-même, on a essayé de sortir du carcan et vraiment de la tour d'ivoire de l'Institut, qui est de l'autre côté de la ville et du lac, pour essayer de nous connecter de manière très très modeste avec un public qui est plus vaste. C'est ce que vous faites aussi brillamment dans le podcast Qui a peur des Juifs. Et justement, pour plonger dans le vif du sujet, la discussion de ce soir, on l'a dit, va être structurée autour de plusieurs extraits du podcast. Et on s'est dit que peut-être vous n'aviez pas vraiment connaissance de ce podcast, ou peut-être que si vous l'avez écouté à sa sortie, il était un petit peu loin. On a donc pensé que ce serait utile d'en écouter le tout premier extrait en fait, c'est les premières minutes du tout premier épisode. Et comme ça va permettre de contextualiser la discussion qui suivra. Donc je veux bien qu'on écoute le tout premier extrait, s'il vous plaît. Chahut Média. Et lorsque j'étais en 5e ou 4e, on a donc abordé le sujet de la Shoah. Et une fille qui était ma copine a fait un commentaire à un moment pendant le cours et a dit c'est dommage, ils auraient dû en tuer plus. La petite amie d'un copain me dit alors toi du coup t'as de la chance, t'es née avec un réseau à portée de main, t'es née dans la communauté. Sa réaction fut immédiate. Il s'est mis en colère et m'a traité de sale juif. Et elle me dit eh bien vous avez bien travaillé, maintenant la juiverie est perpétuée. Il me regarde et il me fait ah vous savez, moi j'adore les gens de votre race.
Je les aime beaucoup. Et il me chante la chanson de Rabbi Jacob. Et il s'était mis, tu sais, en papier. Il avait fabriqué des papillotes qu'il avait collées à ses oreilles. L'antisémitisme, c'est vraiment un kaléidoscope d'expériences de violences différentes, en fait. J'étais avec une personne qui, en pleine dispute, un jour m'a cassé la gueule en hurlant « sale juif, t'aurais dû mourir dans un four ». C'est probablement le pire souvenir de ma vie. Mais ce qui ne veut pas dire que cette grosse agression ne vient pas remplacer ou cacher 1 milliard d'autres strates d'agression. À l'origine de cette série, il y a la rencontre entre mon second essai, Des Blancs comme les autres, les Juifs angles morts de l'antiracisme, publié en 2022, et les fondateurs d'un studio de documentaire podcast à Genève. Ils m'ont contacté après avoir lu mon essai. Ils m'ont dit l'urgence que cela leur avait inspiré et m'ont proposé de traiter la thématique de la lutte contre l'antisémitisme dans une série dédiée. J'ai immédiatement accepté. J'étais très enthousiaste à l'idée de pouvoir passer par un nouveau média pour appuyer ce combat essentiel. Pendant plusieurs mois, nous avons fait remonter des discours et des témoignages des deux côtés de la frontière franco-suisse, avec la participation d'intellectuels, d'artistes, de chercheurs, de militants ou de politiques, pour une compréhension des enjeux de la lutte contre l'antisémitisme. Ce qui m'a paru central dans ce travail documentaire, au-delà des chiffres, au-delà des statistiques et de l'histoire de l'antisémitisme, c'est la mise en lumière de l'expérience juive contemporaine et l'hostilité rencontrée par cette population par le biais de témoignages, de beaucoup de témoignages. Rendre compte de la systémie de l'antisémitisme, de la blague ou du cliché supposément inoffensif au meurtre passe par la parole des concernés. Parce que ce qui n'est pas dit n'existe pas, je crois à nos prises de parole comme départ potentiel d'une prise de conscience. Je m'appelle Ilana Weizmann, vous écoutez Qui a peur des Juifs ? Antisémitisme, la tentation perpétuelle, une série podcast réalisée et produite par Chahut Média. Épisode 1, la fabrique de l'antisémitisme. Donc vous avez une idée de la teneur du podcast et de son contexte, et c'était très important de le poser parce que justement ce contexte est assez spécifique. Donc on a bien compris qu'il y a d'abord un livre en 2022, Des Blancs comme les autres, les Juifs angles morts de l'antiracisme, et question vraiment de l'histoire de l'antisémitisme. Ensuite, de ce livre est tiré ce podcast, et ensuite ce podcast est reçu dans un contexte qui est très particulier puisque il a pas mal voyagé, il a été primé, il a été hyper remarqué dans un contexte post-attaque du 7 octobre. Et en même temps, c'est important de ne pas le réduire non plus à ce contexte. C'est la raison pour laquelle je voulais peut-être commencer par, quelque part, l'éléphant dans la pièce et poser la question à David en premier lieu, qui justement est à la fois dans cette historicisation de l'antisémitisme et qui participe aussi à ce podcast. À quelle distance finalement il faut se tenir de l'actualité pour comprendre ce podcast? À quelle distance est-ce qu'on doit être pour analyser le podcast? À mon avis, il faudrait vraiment faire un peu de gymnastique. Donc il faut être très distant et très proche. Très proche pour comprendre les flambées d'antisémitisme, le moment où il y a des triggers, il y a des éléments qui déclenchent des moments de virulence extrême, qui peuvent être différents et variés. Le 7 octobre en est un. C'est le dernier en date. Et il y en aura malheureusement d'autres, je crains. Et ce n'est pas la première fois, ça a toujours été comme ça. Donc il faut comprendre le moment et le contexte qui amène à des flambées d'antisémitisme qui ont ensuite des manifestations très différentes, que l'on soit à Genève, à Lausanne, à Paris ou ailleurs. Donc il y a un contexte spécifique qui est très important. Mais en même temps, et c'est là qui est la partie de gymnastique un peu plus compliquée, c'est de faire vraiment un zoom out, prendre de la distance pour dire, voilà, il y a des éléments de continuité dans le temps, des éléments de continuité qui n'ont pas seulement à faire à la période post-Shoah, donc post-1945. On peut remonter même plus loin et à l'antijudaïsme traditionnel européen.
D'ailleurs, c'est une maladie européenne, c'est un problème européen, et peut-être on y reviendra par la suite. Et donc cette distance est nécessaire parce que cela nous permet de comprendre un tout petit peu mieux les continuités, les ruptures, les changements, et donc dans quel contexte le post-7 octobre prend du sens. Et donc pour moi, c'est là où on peut vraiment faire la part des choses et comprendre. Et c'est intéressant également que vous releviez la dimension géographique du propos, parce que peut-être qu'on ne l'a pas assez dit, mais tout le podcast, c'est vrai, est quand même principalement axé sur le contexte politique français, et qu'on est ici en Suisse dans un contexte un petit peu différent. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur cette distance par rapport à l'actualité pour vous, Anna ? Oui, alors je crois que, et moi-même d'ailleurs pendant longtemps, j'ai utilisé à tort le terme d'importation du conflit israélo-palestinien. C'est un terme qu'aujourd'hui je conteste totalement. Je pense que ce qui se joue, la flambée d'antisémitisme que vous avez rappelé d'ailleurs en introduction de cet échange, et tout ce qui se passe depuis le 7 octobre, ce n'est pas l'importation de ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens. Ce qui se passe, c'est, je crois, que le conflit israélo-palestinien agit comme un détonateur. Il vient faire exploser, peut-être même libérer une parole de haine qui existe, qui tient ses sources d'une histoire presque ancestrale dont vous pouvez parler, et qui d'un coup trouve le prétexte du conflit pour exploser. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu après le 7 octobre, c'est qu'avant même que les bombardements terribles arrivent à Gaza, il y avait déjà une explosion de cette haine antisémite. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui est intéressant, puisqu'on se rend compte que c'est souvent, par exemple en France, quand il y a eu les attentats commis par Mohamed Merah à l'école de Toulouse, il y a eu juste après une flambée de paroles et d'actes antisémites. Et c'est ce qu'on a vu aussi après le 7 octobre. Et donc je crois qu'il faut se méfier de cette histoire d'importation, parce que notamment, elle pourrait sous-entendre que d'une certaine façon, on déteste les Juifs à cause d'Israël. Et que donc, d'une certaine façon, par extension, les Juifs seraient responsables de la haine qui les cible. Et je crois que c'est une idée insupportable, qu'il faut absolument être capable de regarder en face, et que en effet, la dénonciation légitime, nécessaire de la politique menée par le gouvernement israélien n'a strictement rien à voir avec la haine dont sont victimes les Juifs en Europe, en France ou en Suisse. Et donc je pense qu'il faut faire attention à bien replacer les choses et à être à la bonne distance quand on aborde ces questions. C'est très commode de parler d'importation parce que c'est une excuse quasiment parfaite pour dire que la production d'un antisémitisme autochtone, indigène, est impossible. Ça vient d'ailleurs, donc voilà. Et donc on le produit pas chez nous, ça vient d'ailleurs, donc ce n'est pas vraiment notre problème. On a été contaminé parce que ça a été importé. Et pour moi, c'est très problématique aussi. En tant qu'historien, en plus, c'est très difficile de soutenir une telle thèse. Et particulièrement en Suisse aussi, où on a souvent tendance à... Oui, pas que. Pas que. Mais oui, je fais référence à un épisode du podcast qui s'appelle Le déni suisse et que je vous invite aussi à écouter, qui est plus spécifique à la Suisse. Mais c'est parfait. Donc là, on a posé le contexte. On voit bien qu'il y a une gymnastique à la fois sur le plan géographique, sur le plan temporel, entre la Suisse, la France, le temps long, le temps cours de l'actualité. On peut peut-être maintenant essayer de plonger dans la conversation liée plus spécifiquement au podcast. Un aspect intéressant de ce podcast, dont on a bien compris qu'il a été pensé, conçu, mis en ligne avant les attaques du 7 octobre, c'est qu'il invite chaque camp politique, et en particulier le camp progressiste, humaniste, auquel Ilana Weizmann elle-même affirme sans aucune ambiguïté faire partie. Elle invite chaque camp à l'introspection. Et je vous propose à ce sujet d'écouter un deuxième extrait qui est tiré de l'épisode 2, qui s'intitule « Antisémitisme à gauche aussi ». Alors attention, là aussi précision, prudence. Il ne s'agit pas du tout, et elle l'explique très bien, de mettre la gauche ou les gauches, et encore moins tous les gens de gauche dans le même panier. Hein. C'est vraiment important de garder en tête là qu'elle distingue vraiment le fait qu'en France, en Suisse,
tant sur les plans politiques, institutionnels et d'engagement citoyen, les choses sont très différentes. Mais on y entend Lola Lafont, je ne sais pas si vous la connaissez, écrivaine vraiment formidable, si vous ne la connaissez pas, y faire référence à l'attentat de l'hypercachère en 2015, qui avait fait 4 morts à Vincennes, près de Paris, dans un premier temps. Et puis elle fait aussi référence ensuite à l'attentat qui avait visé l'école juive aux Aratora à Toulouse, qui avait aussi fait 4 morts, dont 3 enfants, en 2012. Donc on peut écouter le 2e extrait. Après l'hypercachère, une copine, qui était à l'époque une copine, m'a dit que d'une certaine façon, on pouvait voir ceux qui avaient fait l'hypercachère comme des révolutionnaires et comme une action politique. L'écrivaine et chanteuse Lola Lafont. Et c'était chez moi. Et elle n'a jamais remis les pieds chez moi. Mais j'ai ressenti vraiment quelque chose de l'ordre de... C'était pire que de la trahison, en fait. J'ai encore le cœur qui bat quand j'en parle parce que j'étais déchirée en deux. Et puis, je pense aussi au moment de la tuerie de Toulouse, où je suis allée seule à la manif et où il n'y avait pas de réaction politique dans le camp de l'extrême gauche. Il n'y avait rien et je me suis retrouvée seule à une manif, je me rappelle. Ça a été vraiment quelque chose... Je ne pouvais pas imaginer, en fait, un acte plus tabou que celui qui avait été commis, d'assassiner pourtant des enfants. Et quand il y a eu personne, je me suis dit, voilà, si la politique, c'est partager des valeurs, partager des certitudes, je ne sais pas, des émotions, là, tu es seule. Donc c'est un passage super fort. Peut-être une question assez générale, mais quelle réception est-ce que vous en avez fait de cet extrait-là, peut-être Pamela? De cet extrait en particulier, enfin, c'est-à-dire, disons, à travers cet extrait, ce qu'elle pose, c'est le fait que dans un certain camp progressiste et même dans des camps militants, cet angle mort peut quand même exister. En fait, ça m'étonne pas du tout, parce que même quand on est militant par rapport au racisme anti-noir, en fait, la gauche est souvent celle qui nous déçoit le plus, parce qu'on a plus d'attentes. Alors peut-être, en effet, ces attentes sont mal placées, parce que, en fait, si on y réfléchit, gauche-droite, historiquement... Alors on associe en effet le racisme à une forme d'extrême droite, mais en fait on a aussi assez de cas historiques qui montrent que l'extrême gauche a pu commettre des actes racistes mais infâmes. Donc, et même d'expérience, en fait, les gens de la gauche, entre nous, on les appelle souvent, c'est les bisounours. En fait, c'est souvent des personnes qui, alors là je généralise un peu, mais en tout cas, c'est pas... anodin ou même rare d'entendre des personnes qui, justement, parce qu'elles se placent et s'autoproclament de gauche, de la gauche radicale, qu'elles sont aussi ça même au sein des militants, que c'est des personnes qui sentent qu'elles ont déjà fait un certain travail et qu'elles seraient irréprochables. Et donc, il y a aussi plus d'attentes, en effet, que des personnes qui se disent de gauche ne soient pas racistes, ne soient pas sexistes, etc. Donc c'est pas nécessairement ça, moi, qui m'a le plus interpellée qu'on puisse trouver de l'antisémitisme au sein de la gauche. Absolument pas. Et surtout, avec ce que les deux d'entre vous avez présenté en amont de cette discussion, dès le moment qu'il y a aussi des glissements entre des personnes qui aussi de gauche se réclament pro-palestiniens, etc., là en effet on peut trouver de l'antisémitisme dans ces cas de figure-là. Donc non, pas tant le fait que la gauche puisse être antisémite. Pour moi, c'est pas ça du tout qui m'a interpellée dans ce podcast. Est-ce que autre chose vous a interpellé en particulier? Mais alors, moi, pour contextualiser ma réception, parce que je pense qu'elle est importante, en fait, c'est un podcast que j'ai vu circuler, parce que je suis Chahut Média, et en fait, moi, j'ai écouté ce podcast juste après avoir écouté Boulevard du Village Noir de Chaka Kagame, qui, en l'occurrence, thématise le racisme anti-noir en Suisse. Excellent podcast, si vous ne l'avez pas écouté d'ailleurs, je vous le conseille. Et dans la même trame, et pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre de la complémentarité. Alors, dans le cas du racisme anti-noir, en fait, c'est vraiment une question dont j'ai
dû me saisir parce que je suis née en Suisse, et puis parce que voilà, finalement je travaille beaucoup dessus. Donc à force il y avait vraiment ce besoin, alors j'ai rappelé avant, et c'est pour ça que c'était important pour moi de le souligner, c'est qu'au sein de ma famille, il y a eu ce fameux déni on va pas parler du racisme anti-noir. Quand on parle de racisme, c'est l'antisémitisme, et c'est une histoire très particulière liée à la Shoah, à l'Allemagne, etc. Parce que voilà, Oma était allemande. Bon. Et puis, en fait, ça a tellement pris le dessus, et dans mon cas, ça a invisibilisé mes expériences du quotidien. Quand ensuite il s'agissait pour moi de m'empouvoirer, j'avais cette idée que j'ai assez entendu, vu, je sais assez des manifestations de l'antisémitisme, de cette histoire-là. J'ai besoin d'avoir mon histoire à moi. Et donc, au fil du temps, j'arrive à... Bon, voilà, là, on passe sur 10 ans, 15 ans plus tard. Et en fait, ce que le podcast d'Ilana a fait, c'est une réactualisation. Et c'était vraiment son but. C'était de dire, pour certaines personnes, et du coup, moi, c'était vraiment un rappel à l'ordre, à force, et c'est important de parler d'autres formes de racisme, parce qu'en effet, il y a des formes d'invisibilisation de ces racismes-là. Les racismes dits d'héritage coloniaux en Europe sont aussi invisibilisé par rapport à l'antisémitisme endogène. Donc il y avait un besoin de toujours mettre ça en lumière, de le thématiser, de le visibiliser. Et en fait, ce que le podcast d'Ilana est venu faire à ce moment-là précis, c'est dire attention Pamela, en fait, t'es en retard en fait sur l'antisémitisme et son actualité en France, en Suisse. Et pour moi, chaque épisode de ce podcast, c'était mais en fait, comment est-ce que j'ai pu passer à côté de tout ça ? J'étais pas au courant, je ne sais rien. Je me dis militante antiraciste, mais je suis pas au courant de cette actualité-là. Donc, en effet, qu'est-ce qui ne circule pas dans ma propre sphère ? Quelle est l'oreille que j'ai peut-être fermée, j'en sais rien, à force de toujours me focaliser sur un type de racisme qui doit être visibilisé, mais du coup, qu'est-ce que ça dit des autres ? Et pour moi, ce podcast, il a vraiment cette force, c'est d'actualiser cette question, de ne pas en faire quelque chose qui se serait arrêté avec, alors voilà, les tribunaux, c'est une chose, mais il y a des gens qui vont dire, ah mais c'était avec la déclaration de l'UNESCO en 54, enfin, que ce serait quelque chose de passé, tout le monde a acquis, c'est bon, c'est dans les livres d'histoire, on a tous eu notre cours, et puis ça s'arrête là, quoi. Ce podcast, il vient vraiment, parce que j'ai pas lu le livre encore, ce podcast en tout cas vient vraiment rappeler cette actualité, cette nécessité, vraiment une urgence, et d'être alerte. Vraiment, c'est sa force pour moi. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose, Rana, peut-être ? Oui, c'est très intéressant d'écouter ce que tu dis, et je crois que il y a moi aussi qui suis militante contre le racisme et l'antisémitisme, et qui, pour le coup, cet extrait, moi, résonne beaucoup en moi, parce que cette solitude qu'on ressent quand on est juif de gauche, engagé dans des milieux antiracistes, c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie. J'ai ressenti cet effondrement aussi après Toulouse, de voir qu'on était seul alors qu'on s'imaginait quand même qu'il y a un sursaut. Et effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis. L'antisémitisme comme le racisme sont des phénomènes systémiques qui existent malheureusement, dans tous les milieux politiques, dans tous les partis, mais je crois que effectivement, quand on est militant antiraciste et qu'on a une attente vis-à-vis d'une gauche qui est censée quand même être en première ligne sur ces sujets, et qu'il est quand même assez souvent sur d'autres questions, cette solitude est assez difficile à vivre. Et sur la question justement de la place et de l'écho que peuvent se faire les luttes antiracistes entre elles, moi je sais que de mon expérience, l'expérience de ma génération, mais aussi de tout ce qui s'est passé en France, et à mon avis, il y a quand même de grandes similitudes avec la Suisse. Une des choses qui a fait peut-être le plus de mal dans cette convergence des luttes qu'on espère, c'est la concurrence des souffrances et des mémoires. Et nous, on a eu, pour ma génération, notamment des personnalités comme Dieudonné ou d'autres qui ont fait un mal terrible sur cette histoire de concurrence des souffrances, puisque non seulement il n'y avait plus cette idée que toutes ces histoires étaient les nôtres et qu'on devait se battre tout ensemble et non pas chacun avec sa communauté, mais en plus de ça, on avait le sentiment que reconnaître l'histoire de l'autre était finalement une manière d'invisibiliser notre propre histoire et notre propre souffrance, comme si c'était un espèce de balancier, et que parler d'antisémitisme ou parler de la Shoah invisibiliser d'autres souffrances, alors qu'on aurait dû être capable de se dire qu'il faut se battre pour la reconnaissance des crimes liés au colonialisme, qu'il faut se battre pour la reconnaissance de l'esclavage, qu'il faut se battre pour continuer de transmettre l'histoire de la Shoah, et que ces histoires ne s'annulent pas entre elles, et qu'au contraire, elles se font écho, et que dans une réelle solidarité des uns avec les autres, on doit être capable de tenir les enseignements de chacune de nos histoires
victoire et d'être plus forts dans nos luttes, alors qu'on nous a divisés, opposés, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles la gauche est aussi fracturée sur ces questions aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, on va tout à fait revenir sur cette question. D'ailleurs, peut-être que c'est une bonne transition pour aller directement à l'extrait 3 qui, vous allez le voir, rentre encore un petit peu plus subtilement dans ces tensions. Je vous propose de l'écouter sans contexte et puis on pourra reprendre la discussion juste après. Mai 2023. Chahut Média est invité à participer à une journée laboratoire proposée par un organisme de la Confédération à laquelle prennent part plusieurs associations suisses de lutte antiraciste. Une jeune fille est présente, portant un sweatshirt blanc sur lequel est écrit au recto et au verso « Anti-Zionist Social Club », soit le club des antisionistes, en lettres de couleur noire, rouge et verte. Personne ne moufte, exactement comme si cette jeune fille et son pull ne posaient aucun problème. En effet, pourquoi s'émouvoir d'un pull siglé Antisioniste Social Club ? On peut condamner l'expansionnisme d'Israël et les discriminations subies par les Palestiniens sans être antisémite. Oui, on le peut, et ceci sans être taxé automatiquement d'antisémite. Mais on peut aussi questionner l'affichage de ce message en ce lieu, un espace antiraciste regroupant différentes minorités, au sein duquel on parle de discrimination subie par des groupes racisés, parmi lesquels des juifs de diaspora, donc non israéliens. Ajoutant à cela que se déclarer antisioniste sert souvent à masquer un antisémitisme qui ne dit pas son nom. Bref, même au sein d'une réunion antiraciste, l'antisémitisme banalisé se manifeste sans créer ni remous ni émoi. Alors, on comprend pas mal de choses avec cet extrait. Peut-être qu'au sein même d'un groupe militant, on peut ne pas avoir conscience du fait qu'un message peut heurter, mais aussi l'autre question qui est l'antisionisme est-il un antisémitisme comme un autre ? David, comment est-ce que vous avez reçu cet extrait-là de podcast ? Je pense que Carole, à l'occurrence, parce que je pense que c'est elle qui parle. C'est tout à fait Carole qui parle. C'est toi ? C'est Carole. C'est Carole, ouais, c'est Carole qui parle. Dit vrai, parce que très souvent, il masque un antisémitisme. Pour moi, c'est évident. D'ailleurs, je suis désolé de faire l'historien de service ici, mais c'est pour ça que j'aimerais rappeler au public qu'il y a eu des générations et des générations de juifs européens ou d'ailleurs, pas nécessairement européens, qui étaient antisionistes. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? On les catalogue immédiatement comme antisémites, ça serait quand même un peu bizarre. Donc je dirais qu'il faut faire très attention. Et puis le gros problème qui existe aujourd'hui, c'est une définition qui est totalement décontextualisée. Alors si on fait référence au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le sionisme fait partie de cette catégorie qui est reconnue aussi par les Nations Unies et par des conventions internationales. Donc il faut faire très attention là-dessus. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est comment lier cette partie du podcast à la conversation et aux points qui ont été faits tout à l'heure, c'est-à-dire la construction du militantisme ou de l'activisme. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et même au niveau académique, c'est pas là où il y a eu des avancées en sciences sociales et humaines qui sont très impressionnantes. Bien au contraire, c'est très décevant le panorama des publications là-dessus. En réalité, ce qu'il me semble important de dire et de souligner, c'est que le militantisme et l'activisme sont des activités humaines qui ont des zones d'ombre et des contradictions et des ambiguïtés. Et ça, il faut en tenir compte pour les expliquer. Et donc, la personne qui va avec le t-shirt qui a un contresens absolu, ou qui elle-même n'arrive pas à expliquer pourquoi elle porte le t-shirt, mérite analyse, mérite qu'on s'arrête pour comprendre si effectivement la personne en question masque un antisémitisme, si c'est un fait politique qui est en dissonance avec la bataille antiraciste qu'elle porte, ou si encore c'est dû à l'ignorance, donc elle ne sait pas.
Et puis peut-être, pardon, mais juste aussi, peut-être que c'est aussi une question de définition. C'est-à-dire que j'ai l'impression que on débat parfois de termes dont on n'arrive pas vraiment à se mettre d'accord sur leur sens même. Exactement. Et donc, c'est vraiment un manque de connaissances historiques, c'est ne pas savoir comment le sionisme est né, comment il se manifestait, le sionisme avant la naissance d'Israël, après la naissance d'Israël, après la guerre des 6 jours, après les Yom Kippour, après l'Intifada, et on pourrait continuer. Et la récupération, et là, de nouveau, les espaces et la géographie deviennent de nouveau très importants. L'importation, on revient à la première question dont tu parlais, c'est la manière dont les discours antisionistes viennent à être interprétés dans des territoires différents, par des personnes différentes, ayant des buts politiques différents. Et là, tu risques d'avoir vraiment un cocktail qui ne fait pas beaucoup de sens, mais qui est très puissant, parce que derrière l'antisionisme se cache en fait bel et bien de l'antisémitisme. Est-ce que vous souhaitiez réagir, peut-être, Pamela ? Mais plus pour accentuer ce que Davidé mettait en avant, mais en fait, c'est vraiment je pense comme tu disais, vraiment comment le conflit vient catalyser et faire émerger en fait à la fois un antisémitisme endogène à l'Europe, mais une islamophobie aussi endogène à l'Europe. Et je crois que là, on est vraiment dans un chaudron explosif, parce que même si on fait au mieux pour intellectualiser, il y a énormément et à juste titre d'émotionnel, de blessures de tous les côtés par rapport à ça. Et donc, c'est là aussi, c'est pas rare qu'en effet, pour certaines personnes qui se réclament contre le racisme anti-musulman, de dire qu'en fait, la colonisation israélienne, c'est une forme de racisme, etc. et tout. Toute la question, elle est dès le moment qu'on postule qu'il y a, qu'en fait la réception des messages, ils ont un écho particulier selon où est-ce qu'on les mène. En Europe, il y a un antisémitisme qui est structurel. Il y a aussi du racisme anti-musulman qui est structurel. Donc cette personne-là, en fait, la question de l'intention, elle est compliquée, parce qu'on essaye aussi de dire que finalement, oui, mais bon, peu importe ton intention, c'est aussi l'effet que tu as dans un contexte structurel. Donc ça pose en effet une vraie question de genre, peut-être que son articulation de sa solidarité, je sais pas, pro-palestinienne, elle se traduit comme ça, mais est-ce qu'en effet, elle a réfléchi à, oui, mais tu fais ça dans un contexte européen. Est-ce que tu as réfléchi aussi à qu'est-ce que veut dire ce message-là dans un contexte européen où l'antisémitisme est structurel ? Et donc voilà, on est toujours à cheval. Et alors oui, les intentions comptent, mais bon, l'effet structurel aussi, quoi. Donc c'est là que la discussion, la réflexion est nécessaire, et puis vraiment une forme d'écoute et d'empathie. Et là, je parle en tant que personne qui ne suis pas directement concernée par ces deux luttes. Mais on voit à quel point ça fracture, ça saute à la figure, et puis en effet, ça nous porte atteinte à toutes et à tous, quoi. On va revenir justement sur l'empathie dont vous parliez, Anna, et puis sur cette idée de convergence des luttes, empathie aussi que vous venez de mentionner. Une des forces de ce podcast, je trouvais, c'était aussi de mettre en avant l'importance des alliances, finalement, de sortir je mets de gros guillemets là-dessus, mais d'une forme de compétition victimaire qui parfois peut phagocyter les luttes entre elles, et puis de créer des synergies, et en même temps, on se rend bien compte que si ces synergies sont synonymes de superpuissance, elles ont aussi leurs limites. Je vous propose d'écouter, vu que le temps file, deux extraits l'un à la suite de l'autre. Le premier, c'est Monique Ekman, autrice et professeure à la HESSO. Vous allez l'entendre. Et le deuxième, c'est la voix d'Ilana Weizmann qui parle juste derrière. L'antisémitisme et le racisme doivent être pensés sous le même toit, parapluie, si on veut dire comme ça. Monique Ekman. Mais en mettant vraiment l'accent sur les spécificités de chacun, du racisme et de l'antisémitisme. Les différentes formes de racisme
ont des traits communs, mais aussi des traits très distincts entre le racisme envers les Roms, envers les Noirs, et puis l'antisémitisme a sa propre spécificité. Mais tout ce qui est lutte contre les racismes, et je les mets au pluriel, doit à quelque part faire des alliances, se penser ensemble, tout en se différenciant. C'est difficile à trouver l'équilibre. Et on peut écouter l'extrait suivant, le numéro 5, directement derrière. Merci. Il y a quelques mois, j'ai été invitée à Bruxelles par l'UEJB, organisation étudiante juive, afin de converser avec des acteurs du paysage antiraciste belge. La discussion devait avoir lieu avec, à mes côtés, Jonas Pardo, formateur à la lutte contre l'antisémitisme, la politologue Fatima Zibou et la directrice du MRAX, Esther Coiblanc. La veille de notre intervention, au Musée juif de Belgique, une campagne islamophobe de diffamation, de pression et d'intimidation provenant de certains membres de la communauté juive bruxelloise a visé Fatima Zibou au point d'empêcher sa venue. Jonas et moi avons décidé, dans une grande tension, finalement de prendre la parole, seuls sur l'estrade, et de dénoncer clairement ce qui s'était produit. Et cela, nous l'avons fait en tant qu'antiracistes et en tant qu'alliés. Il était hors de question de tolérer le racisme d'où qu'il vienne, même s'il vient de nos communautés. Cela coûte, cela est douloureux, mais c'est la seule direction valable. Donc, comme je disais, c'est vraiment pour moi une des forces de ce podcast de mettre en avant cette convergence possible, à la fois de revenir sur, dans son historicisation, les points communs, les points de convergence que différentes luttes antiracistes et contre l'antisémitisme ont pu avoir, et aussi aujourd'hui sur le plan militant, très contemporain, ce que ça peut signifier. Quelle convergence est-ce que vous voyez? Peut-être, Hannah, pour revenir sur ce que vous disiez, comment est-ce que vous avez reçu cet extrait-là, et puis comment est-ce que vous pensez que, de façon très concrète, aujourd'hui, les convergences peuvent se mettre en place? Du coup, j'ai un peu répondu lors de ma précédente prise de parole, mais je pense effectivement, comme je vous l'ai dit, que ce qui empêche aujourd'hui la convergence des luttes, au-delà de toutes les tensions qui existent au sein de ces communautés, et d'ailleurs cet extrait en parle, parce que finalement cet extrait finit pas tellement sur une histoire de convergence, mais sur comment finalement la présence d'une militante musulmane à une conférence a pu faire réagir un groupe de juifs racistes qui se sont opposés à sa présence. Donc je pense que déjà, faire son propre examen de conscience pour chacune des communautés et chacun des groupes, c'est une des premières choses. Il y a évidemment des instrumentalisations de l'extrême droite, des islamistes qui se nourrissent mutuellement et qui soufflent sur les braises, mais il y a aussi, je crois, dans chaque communauté, une nécessaire prise de responsabilité et un examen de conscience sur ses propres biais, ses propres préjugés, le propre racisme ou l'antisémitisme dont on est porteur. Et je crois qu'effectivement, quand on aura compris que nos luttes, encore une fois, ne se font pas de l'ombre, mais qu'elles se renforcent les unes les autres, pourvu qu'on soit d'accord de lutter ensemble, main dans la main, je pense que c'est peut-être le plus bel horizon qu'on peut avoir aujourd'hui de fraternité. Et d'ailleurs, dans l'histoire, ça a été le cas. Ça a été le cas dans les luttes aux États-Unis entre les Juifs et les Noirs. Ça a été le cas à plusieurs moments de l'histoire. Et je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on comprenne cela, notamment parce qu'on est à une époque où l'extrême droite identitaire est de plus en plus menaçante. En France, elle est aux portes du pouvoir. Et donc, je crois qu'il faut effectivement qu'on soit capable de ce front commun et qu'on refuse cette mise en opposition et cette mise en concurrence permanente. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur les projections qu'on peut avoir par rapport à la question précédente, je crois qu'en Europe, l'Europe a une grande dette vis-à-vis du colonialisme et vis-à-vis de la Shoah. Et à mon avis, si plutôt
que de renvoyer les juifs et les musulmans les uns contre les autres à travers le conflit israélo-palestinien, mais pas que, aussi en jouant à opposer la lutte contre l'islamophobie à la lutte contre l'antisémitisme. Ça a été le cas en France lors de la marche du 12 novembre où on a appelé à faire des contre-marches pour lutter contre l'islamophobie. Enfin, il y a tout le temps cette espèce de mise en opposition. Si plutôt que de jouer ce jeu irresponsable, l'Europe prenait ses responsabilités vis-à-vis de ces deux communautés, en justement faisant ce travail de reconnaissance de la mémoire, en faisant ce travail de réparation, je pense qu'on irait tous beaucoup mieux. Non, c'est vraiment un avis que je partage. Enfin, c'est vrai que si on se retrouve à différentes minorités, en effet, à se battre pour des ressources limitées, c'est parce qu'elles ont été limitées, donc qui les limite? Donc souvent, la pression est mise sur les groupes minorisés, alors qu'ils sont déjà minorisés et qu'il n'y a déjà pas assez à faire. Et en effet, ça crée cet embourbement, etc. et tout. Et comme tu le disais, il y a une nécessaire. Des personnes noires peuvent être antisémites, des juifs peuvent être racistes contre les noirs. Enfin, on entend tous les scénarios et ça existe. Et c'est pas parce que on est victime. Je crois que l'idée la plus simpliste serait de penser que parce qu'on est affecté par un type de racisme, on n'aurait pas soi-même été, baigné, etc. dans d'autres formes de manière de concevoir le monde et d'autres formes de racisme. Alors on n'a peut-être pas toutes les mesures pour être structurellement raciste contre ces communautés-là dans des sociétés européennes, mais toujours est-il que voilà, on peut aussi tenir des propos, et ça en effet des fois dans des moments où il pourrait y avoir front commun, c'est souvent là-dessus que c'est peut-être pas toujours tant parce que les ressources sont limitées, mais parce que on va dire ouais mais en fait tel a tenu tel propos, tel a tenu tel propos, et puis en fait on n'a pas encore fait ce travail de nous-mêmes de se dire mais en fait ok, moi je comprends ce que moi je subis parce que ça me défavorise, mais est-ce que j'arrive à comprendre ce que l'autre subit et qui la défavorise et qui peut aussi mener à sa mort. Donc ça c'est important. Donc il y a plusieurs niveaux en effet, mais de jamais perdre non plus vraiment cette pression. Et là ça c'est mon point de vue, mais je suis ferme là-dessus, c'est que l'Europe doit vraiment et que ça soit les politiques collectivement, parce que finalement on est tous là et on baigne tous dans les conséquences de cette histoire. Il y a vraiment une nécessité de prendre à bras le corps cette histoire, ses conséquences contemporaines, comment ça marque nos structures encore à l'heure actuelle, et de vraiment faire quelque chose pour à la fois lutter mais aussi empouvoirer les différentes communautés. Et tant que ça c'est pas fait, et en effet ça c'est la responsabilité des personnes qui sont structurellement et relativement plus en pouvoir de pouvoir le faire, et en effet ça devrait pas toujours être aux personnes déjà minorisées de prendre sur elles de faire. Il faut faire parce qu'on avance tous ensemble, mais en effet les structures et les personnes qui ont plus de pouvoir devraient le faire. Après par rapport à la droite, oui la droite elle fait toujours peur, mais encore une fois on a vu la gauche elle est là. Moi en toute honnêteté, tous les camps politiques sont dans la même zone, certains avec peut-être plus de potentiel. Moi, même le centre aussi, j'ai jamais vraiment confiance parce qu'ils se positionnent pas beaucoup sur ces questions. Donc moi je trouve que c'est jamais très clair non plus. Donc c'est pas nécessairement la droite qui me fait le plus peur, c'est vraiment le fait que moi j'ai plus peur, et l'histoire nous a surtout montré que c'est souvent les personnes qui n'osent pas faire et agir qui en fait auraient dû le faire et auraient dû oser agir. Et ça c'est pas nécessairement les plus radicaux des deux camps. C'est ça qui moi m'interpelle, c'est que est-ce qu'on arrive aujourd'hui à se donner les moyens, et moi c'est très fort ce que Ilana elle dit à la fin, c'est qu'en fait c'est coûteux. C'est peut-être la chose qu'on s'avoue le moins quand on l'a pas expérimenté, c'est que en fait d'être sur plusieurs fronts et surtout d'être très à cheval sur qu'est-ce qu'on considère comme racisme et d'y aller à bras le corps, on se fait pas que des amis. Et on peut être perçu comme traître de sa propre communauté, je mets tous les guillemets là-dedans, et en fait le coût émotionnel est énorme. Mais on espère se donner du courage, et plus on est à le faire, mieux ça sera quoi. Mais la lutte n'est pas quelque chose où on peut se sentir bien parce que c'est douloureux, parce que c'est du boulot, etc. Donc voilà, j'encourage en effet chaque personne à faire ce qu'elle peut à son niveau, mais de trouver le courage de le faire et de le faire jusqu'au bout quoi, parce que on est combien de générations là à devoir, j'ai l'impression, mener les mêmes luttes quoi. Enfin, c'est un peu fatigant. Ouais.
David? Par rapport à ça, vous vouliez ajouter quelque chose? Moi, je voulais peut-être revenir sur le premier extrait, parce que la collègue était ultra éloquente. Je ne pourrais pas répéter mieux qu'elle tout ce qu'elle a dit. Je pense qu'elle est dans la salle d'ailleurs. Et je trouvais vraiment... je partage à 100% tout ce qu'elle a dit sur le racisme, sur les racismes au pluriel, l'idée du parapluie. Je partage. Je pense que c'est très important d'insister là-dessus. J'aimerais aussi... Il y a un point précis sur les spécificités. Et ça, on n'en parle peut-être pas suffisamment. De chaque lutte. Oui, de chaque lutte. Et aussi sur le moment structurant de chaque lutte, qui est très nécessaire. Au tout début, Pamela parlait de sphère, de construction d'une sphère. Et puis, la nature de la sphère qu'on construit, si elle a beaucoup de portes et de fenêtres ou si elle n'en a aucune, fait une énorme différence. Et donc, si au moment de construire, au niveau des associations, de la société civile, etc., on construit notre sphère, parce qu'on est intéressé pour des raisons très, très compréhensible. On est intéressé parce on fait partie d'un groupe racisé, discriminé, etc. Et on porte une lutte particulière. On ne porte pas une lutte universelle. On a besoin de construire tout ça. Donc la manière dont on construit tout ça est très importante. Donc il y a des moments où, je ne veux pas dire que c'est du chacun pour soi, mais chacun doit faire ce qui est nécessaire. Et donc ceux qui travaillent contre l'islamophobie font certaines choses, ceux qui travaillent contre l'antisémitisme en font d'autres, etc., etc. Donc ça, c'est important. Et il faut savoir reconnaître, c'est ça qui est difficile. Il faut savoir reconnaître qu'il y a des moments où ce militantisme a besoin d'être, je ne dis pas tout seul, mais il a besoin de se retrouver et de définir les priorités qui sont les siennes. Et puis il y a des moments d'ouverture, d'échange, etc., où ces fenêtres, ces portes dans la sphère qu'on a construite deviennent très importantes. L'histoire nous dit que malheureusement, il y a eu des moments où il y a eu des grandes convergences. Tu citais les années 60, Civil Rights Movement aux États-Unis, c'est un moment très beau, malheureusement très unique. Très unique. Et donc, c'est là où je vois les limites de la convergence, historiquement, les limites de la convergence. Mais là, nous avons aussi des militantes qui nous disent peut-être il faudrait tourner la page et changer de cap et d'horizon et organiser tout ça de manière peut-être un peu différente. Merci. Et juste de rappeler par rapport à ça, alors peut-être c'est la différence avec le contexte français, c'est que c'était une demande politique militante en Suisse, et d'ailleurs ça s'est institutionnalisé, que les différentes formes de racisme soient reconnues comme telles, parce qu'il y a la reconnaissance que les histoires qui les font, la manière dont ils s'expriment, notamment aussi le racisme anti-Rome, etc., doivent être visibilisées et reconnues, parce qu'en fait il y avait un risque que derrière la catégorie discrimination, ça devienne un fourre-tout de tout. Et qu'en fait, on n'arrive plus à cibler, à avoir la sensibilité, à avoir les mots justes pour reconnaître ces différentes expériences, etc. Donc en effet, il y a un vrai équilibre à trouver entre la nécessité de nommer, de visibiliser, parce qu'il y a aussi une histoire qui montre que certaines luttes ont été plus visibilisées que d'autres, et en même temps de toujours en effet rappeler que c'est pas parce que des luttes paraissent plus visibilisées par rapport aux autres luttes que c'est fini, quoi. Et ça, c'est vraiment toute l'enjeu peut-être émotionnel et qui amène à des concurrences. Et en même temps, ça c'est le cap qu'il faut... C'est totalement possible, mais il faut du coup bâtir ce muscle-là, de se dire, ok, si tout le monde fait un peu sa part de... les personnes qui bénéficient un tout petit peu peuvent au moins dire, oui c'est vrai, on bénéficie plus. Et il y en a, on est amené à travailler assez souvent avec des personnes qui, de manière très honnête au sein de l'État, du canton, disent, oui, en effet, dans le contexte suisse, on remarque que souvent, la lutte contre l'antisémitisme, elle est un peu l'étalon par rapport aux autres luttes en fait qui reçoivent peut-être moins de fonds, etc. Et que souvent en fait la revendication c'est si vous avez donné ça à tel projet, égalité, il faut donner ça aux autres. Et donc ça fonctionne comme étalon et ça dessert. Mais qui fait en sorte que l'étalon il soit placé? Moi c'est ça qui sont les personnes qui prennent ces décisions? Et là c'est là qu'il faut aller mettre la pression et lui dire mais en fait ça va pas. Responsabiliser les personnes qui n'ont pas à subir les frais de ce genre de décision, quoi.
En fait, tout à l'heure, on parlait de solitude, de sentiment de solitude, notamment avec cet extrait d'une femme militante de gauche juive qui se sentait abandonnée par son milieu militant sur la question de l'antisémitisme. En fait, je crois qu'aujourd'hui, on est face à des solitudes en miroir et qu'on est tous finalement enfermés dans ces prisons de solitude. Et c'est pour ça d'ailleurs que la fraternité est peut-être la seule manière d'en sortir. Mais quand on parle, par exemple, de ce que tu viens de dire sur la question que l'antisémitisme serait plus visible, peut-être de manière plus institutionnelle, on a aussi le sentiment en miroir, et je peux en parler puisque je suis une militante de gauche depuis toujours, qui a été de toutes les manifestations antiracistes, etc. On peut avoir aussi, si on se place du point de vue de la société civile et des militants de terrain, l'impression qu'au contraire, c'est une lutte qui est plutôt abandonnée. Donc je pense qu'en fait, se joue en miroir, et d'ailleurs, effectivement, ce soutien institutionnel ou du moins le fait que l'État joue son rôle la plupart du temps sur la question de l'antisémitisme est aussi une des choses qui aujourd'hui crée cette espèce de sentiment d'abandon d'autres communautés, etc. Sauf que là où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est, je ne vois pas en quoi se battre pour la visibilité de sa souffrance, son histoire, l'histoire du racisme, du colonialisme, etc., passe par la dénonciation du fait qu'on parlerait trop de l'antisémitisme. C'est-à-dire que je crois qu'on peut très bien, encore une fois, c'est pas un gâteau limité. Il n'y a pas plusieurs parts et puis après il reste plus rien. C'est infini. Donc cette place, il faut la prendre, il faut la faire, et c'est certainement pas parce qu'on parle d'antisémitisme qu'on occulte les autres luttes. Donc je pense qu'on peut très bien mener collectivement un combat pour revendiquer le fait que toutes ces questions soient reconnues, soient prises en compte, qu'on fasse ce travail de reconnaissance historique, de mémoire, etc., sans se dire « Ah mais attention, c'est les Juifs qui prennent toute la place ». Parce que sinon, on rentre dans quelque chose, je crois qu'il faut plutôt se féliciter qu'un travail soit fait et se battre pour qu'il le soit sur tous les terrains. Mais quand on est dans cette espèce, encore une fois, de concurrence, je crois qu'on dessert nos luttes. Et donc voilà ce que je voulais dire. Tout à fait. Merci beaucoup. Bon, alors peut-être que je vois le temps qui file. On voulait vous faire encore écouter 2 petits extraits qu'on pourra aussi écouter l'un à la suite de l'autre, pour finir sur une note qui ouvre des perspectives peut-être. Donc on entend sur le premier la journaliste et autrice Alice Pfeiffer, et elle nous parle donc aussi des convergences des empathies, et sur le deuxième, on vous entend vous, Hannah, qui nous parle d'une nouvelle génération d'activistes. Je me demande si on ne peut pas parler pas de convergence des luttes, mais convergence des empathies. Alice Pfeiffer. Par exemple, de dire, tiens, l'usage de l'humour de telle communauté me rappelle mon usage. Je pense qu'il faut se dire, trouver savoureux les outils de survie d'autres groupes sans se les approprier. Mais qu'au contraire, on peut se dire, j'apprécie et je salue les stratégies de survie et de lutte de tout autre groupe. C'est pas un copier-coller, mais ça fait des mécanismes de sublimation qui rendent le processus beau et poétique et magnifique, sans pour autant le traduire grossièrement. Je vous jure qu'il y a un autre extrait qui arrive. On parlait tout à l'heure de tous ces mouvements de jeunes juifs de gauche, je pense aux colleuses, enfin voilà, il y en a énormément, je veux pas en oublier, mais aux juifs vénères, etc. Anna Assouline. Moi, ça, je regarde ça avec beaucoup d'optimisme, notamment sur cette question de la convergence des luttes, parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait les assos traditionnels qui luttaient qui s'exprimaient sur la question de l'antisémitisme, qui commençaient à être un peu quand même déconnectés, parfois, de certains mouvements émergents sur la question antiraciste. Et là, il y a toute cette génération, tous ces mouvements avec des gens extraordinaires qui sont en train d'émerger, de faire plein de choses, et ça me donne beaucoup d'espoir. Alors pour finir, peut-être justement revenir sur ce qui vient,
quels sont vos espoirs, quelles sont vos perspectives à vous, une forme de... Non, en fait, je ne veux pas répondre à votre place. Comment est-ce que vous voyez l'avenir avec cette nouvelle génération d'activistes ? Alors, moi, c'est vrai que je me situe. Il se trouve que le mouvement dans lequel je suis et que j'ai cofondé, c'est un mouvement qui ne lutte pas que contre l'antisémitisme. C'est un mouvement qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la haine des musulmans et qui a été créé, cofondé par des femmes musulmanes et juives. Donc, évidemment que je vois dans cette convergence énormément d'espoir. Mais là, effectivement, dans cet extrait, ce dont il était question, c'était l'émergence de nouveaux mouvements, plutôt de la gauche radicale, de jeunes. Je pense, je ne sais pas si vous les connaissez ici, mais au collectif Golem, qui s'est créé récemment, notamment, qui s'est fondé d'ailleurs au moment de la manif du 12 novembre, qui est donc la grande manif nationale qui a été organisée contre l'antisémitisme, après une flambée d'actes antisémites de plus de 1000 actes en je ne sais plus combien de temps, je ne veux pas être imprécis sur les chiffres, mais c'était vraiment assez délirant. Et donc, il y a eu cette marche et une partie de la gauche a décidé de ne pas appeler à aller marcher en prenant comme prétexte, parce que je crois que c'est un prétexte, la présence de l'extrême droite. Et c'est à la fois un prétexte pour ceux qui, aujourd'hui, de toute façon détournent le regard de la lutte contre l'antisémitisme et peuvent dire aujourd'hui c'est devenu une lutte de droite, de réactionnaires, voire d'extrême droite, alors qu'en fait finalement s'ils ont laissé le champ à ces gens-là, c'est parce que depuis longtemps ils ont abandonné cette lutte. Mais il y a eu à ce moment-là quand même de nombreux militants de gauche juifs qui ont dit on ne peut pas laisser l'extrême droite récupérer la lutte contre l'antisémitisme, on ne peut pas marcher à côté de racistes et donc on va les virer de la manif. Et donc à ce moment-là, il y a le collectif Golem qui s'est créé spontanément, qui aujourd'hui continue à faire des actions, des collages, etc., qui rassemble beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui se sentaient très seuls dans leur syndicat, dans leur parti, sur la question de l'antisémitisme, mais pour qui c'est devenu encore plus difficile depuis le 7 octobre, et qui se retrouvent donc dans cet espace où ils peuvent à la fois être très radicaux sur leurs revendications de gauche, leurs revendications d'égalité, leurs revendications antiracistes, etc. et ne rien concéder sur la question de l'antisémitisme. Et c'est vrai que cette génération-là me touche beaucoup et j'y vois une forme d'espoir parce que quand on parlait de reconnaissance de la spécificité des souffrances, des racismes de chacun, nous on a beaucoup aussi eu, et je pense que c'est le cas un peu partout, cette question de lutte intersectionnelle, lutte universaliste et cette opposition dans l'antiracisme entre ces deux visions qui finalement, si on en respectait le sens noble et premier, ne sont absolument pas antagoniques. Je crois que c'est précisément, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs quand tu m'as demandé d'où on parlait, je crois que c'est précisément en partant de la revendication pleine et entière de ce que nous sommes, de nos histoires, de nos affects aussi. Il faut être capable de reconnaître qu'on n'a pas les mêmes affects, qu'on n'a pas les mêmes projections sur les choses, que ça ne vient pas réveiller en chacun de nous exactement les mêmes émotions, les mêmes traumas peut-être. Et donc je crois que c'est cette reconnaissance-là qui est la base de toute solidarité et de toute construction collective. Et je pense que ces générations-là, qui refusent de taire une partie de ce qu'ils sont, ou de devoir faire semblant d'être autre chose, ou de ne pas être blessés quand des paroles les offensent, cette génération qui a la tête haute, qui affirme ce qu'elle est, et qui affirme ce qu'elle est en affirmant une pleine solidarité avec les autres, et je crois peut-être un des espoirs qu'on peut avoir pour l'avenir. Merci. Quant à vous, vos espoirs, votre regard sur les mouvements qui se constituent, l'énergie qui s'en dégage, quel regard vous portez sur les mois qui viennent ? Pamela. Alors, les mois qui viennent, je sais pas, moi je suis plutôt... je vois une longue continuité. Non, mais encore, et vraiment, ça, c'est un peu dans la continuité de ce que je disais avant, c'est que je pense qu'il y a énormément de solutions qui sont pensées et trouvées, en effet, par les différents groupes minorisés, etc. Ben voilà, que ça soit nommé convergence, intersectionnalité, etc. Moi, ce qui me tient alors qui m'a toujours tenu à cœur, mais qui vraiment, là, commence vraiment à m'interpeller, c'est que, encore une fois, si on parle d'empathie, moi j'ai envie d'alerter sur
si on est dans des systèmes qui discriminent toutes les histoires, même si elles ont des histoires variées, etc., c'est qu'il y a des personnes qui en bénéficient. Qui dit en bénéficie, qu'elles en soient conscientes ou pas. Qui en bénéficie dit éventuellement être privilégiées dans ce système, enfin en tout cas par rapport à cette dimension-là, ça ne veut pas dire qu'elles sont privilégiées à tous les niveaux, et surtout ça soulève la question des responsabilités. Et c'est pas toujours quand on entend responsabilité ou réparation, on a souvent l'idée que c'est forcément matériel. Mais en fait pour moi la prise de conscience, je crois que j'ai une approche un peu limitée de l'empathie parce qu'en fait, ça soulèverait encore une fois... Enfin, ce que ça voudrait dire concrètement, c'est que seules des personnes qui vivent des formes de discrimination ont une forme un peu plus développée d'empathie et seraient plus à mesure. Et c'est souvent ce qu'on attend. Quand on est antiraciste, on s'attend à ce que les féministes elles comprennent parce que bon, si on comprend le patriarcat, on comprend le racisme. Bon, on voit que dans la réalité, c'est pas de loin pas ça. Moi, je me dis, mais si... Et puis surtout... qui est-ce qui est en dehors de cette conversation? Donc on se retrouve encore une fois à penser des stratégies, à dire à des différents groupes minorisés qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne devraient pas faire, etc. Mais qui sont les absents de cette discussion en fait? C'est qui là-dedans qui en profite? Et puis il ne faut pas imaginer des grands méchants loups qui font ça en toute conscience, mais que, encore une fois, c'est des structures qui ont une longue histoire. Donc jusqu'à où est-ce qu'elles ont marqué nos manières d'être, de profiter, d'accéder, etc. Et pour moi, ce que je souhaite vraiment et que j'appelle, c'est que tout le monde prenne sa part de responsabilité là-dedans, prenne sa part de pas juste de honte qui en fait nous bloque à faire quoi que ce soit, mais vraiment une part de responsabilité et de se dire ok, moi je me fixe peut-être un objectif de dans ce truc-là, je vais me renseigner, je vais faire ça, etc. Mais si tout le monde fait juste ça, on peut déjà changer. Tout le monde et les institutions, donc en premier lieu. Mais tout le monde. Alors les institutions, elles sont composées d'êtres humains. Ouais. Donc on peut dire les institutions, mais les institutions, c'est pas des immeubles vides. C'est des personnes qui sont socialisées, etc. et qui ont aussi certains leviers. Alors oui, pas tout le monde dans une institution a le même levier, mais encore une fois, si en effet les personnes qui ont plus de leviers font le boulot et puis que tout le monde fait sa part, je me dis que là on arrive à quelque chose qui est collectif et où des personnes qui peut-être subissent moins au quotidien les choses, vous avez aussi plus de ressources émotionnelles, de temps à soulager en fait les personnes qui doivent à la fois se défendre, penser aux autres, penser à elles, penser à la société et qui à chaque fois sont disqualifiées parce qu'elles font ça. Mais vous voyez vraiment ça partout, vous voyez de l'antisémitisme partout, vous voyez du racisme partout, vous voyez du... Donc pour moi, c'est vraiment interpeller les personnes qui ont plus de marge de manœuvre là-dedans, faites le boulot et soulagez-nous. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. David? Alors, je commence par dire que les historiens sont vraiment des piètres prophètes. Donc, si c'est sur demain... Ou c'est pas tant une prophétie qu'un espoir ou qu'un optimisme ou pessimisme. Alors, il y a deux ou trois points qui me semblent importants. Le premier, je suis totalement d'accord avec Manuela. Pour moi, l'empathie parfaite est très dangereuse. Je n'y crois pas une seconde. En revanche, une empathie partielle, motivée, expliquée, etc., est très importante parce que c'est à partir de celle-ci qu'on se connaît mieux nous-mêmes et qu'on peut aller vers les autres et aller vers cette convergence qui me semble importante. L'autre point, c'est quelque chose de très beau qu'Anna a dit tout à l'heure quand elle parlait de miroir. Et si on continue cette métaphore des sphères et des miroirs qui me plaît beaucoup et qui me parle beaucoup, et c'est là où je veux en venir avec l'espoir. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés civiles qui sont de plus en plus digitales. Et le monde digital est construit, donc démultiplie, à mon sens en tout cas, cet effet de miroir. Et les plateformes médias et les social media en général sont construits pour démultiplier tout ça, ces miroirs dont on a parlé. Donc, troisième et dernier point, le fait que deux militantes, beaucoup plus jeunes que moi, se projettent et cassent ce jeu de miroir parce qu'elles en ont une conscience et articulent ce type de discours comme vous l'avez fait, pour moi, c'est le plus grand espoir que je peux avoir. Voilà. Magnifique conclusion. Merci beaucoup.
Alors, on a une vingtaine de minutes pour prendre des questions du public si vous en avez. Je vois qu'il y en a déjà une ici. Je crois qu'un micro va circuler dans la salle. Une petite seconde. Alors, peut-être monsieur ici et ensuite vous, monsieur, oui. Ouais, c'est ça. Enfin, vous voyez un peu, mais là, on voit. C'est vrai que c'est mieux quand on vous voit. Bonsoir. Bonsoir, merci. J'aimerais vous soumettre ce qui, à mon avis, représente 2 angles morts de la discussion d'aujourd'hui. Merci. Alors, le premier, c'est la situation des personnes qui sont à la fois juives et racisées. J'ai une amie à moi qui est juive pratiquante et noire et qui n'est pas venue ici ce soir parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise. Elle a l'impression qu'en fait, son identité ne peut pas exister à la fois dans un cadre qui prétend lutter contre l'antisémitisme et contre le racisme. Donc voilà, je tenais à dire ça. Et puis que lorsqu'on écrit un livre qui s'appelle Des Blancs comme les autres, eh bien sûr que là, il y a aussi un angle mort. Le deuxième angle mort, à mon sens, c'est d'expliquer un petit peu le lien en fait entre une lutte contre l'antisémitisme qui peut parfois être utilisée à des fins racistes. C'est le cas notamment en France avec une idée d'un prétendu nouvel antisémitisme qui serait le fait uniquement de certaines populations donc racisées. On se souvient par exemple de l'historien Georges Bensoussan qui avait dit que dans les familles arabes en France, l'antisémitisme se tête au lait de sa mère. Voilà donc ce genre de pensée. Et puis quand on voit que le Rassemblement national, un parti qui bien sûr a été constitué par des anciens nazis, se donne une nouvelle virginité en prétendant être les amis des juifs, on voit bien où est le problème. Et puis peut-être qu'il peut expliquer aussi un petit peu cet angle mort. Un petit peu plus proche de nous, je tiens quand même à noter que lorsqu'il y a eu l'attaque à Zurich, au Grand Conseil de Zurich, l'UDC s'est emparé de ce thème et l'a utilisé à des fins politiques pour marquer des points contre ses adversaires. J'aimerais juste conclure sur et c'est mon dernier point, sur une citation du American Jewish Committee en 1947 qui avait dit que il y a le rapport le plus étroit entre la protection des droits civiques de tous les citoyens et la protection des droits civiques de groupes particuliers. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous souhaitez répondre au premier point, peut-être celui sur l'intersectionnalité juive et racisée? Anna ? Je sais pas, est-ce qu'après nous avoir écouté, on peut se tutoyer ou pas? Ou on se voit? Ok. Est-ce qu'après avoir écouté, tu penses toujours que ton ami se serait pas senti à sa place ce soir? Non? Ok. Bon, tu lui diras alors, comme ça. Non, mais après, pour te répondre, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Sur la question de l'assimilation, de l'instrumentalisation par l'extrême droite de la lutte contre l'antisémitisme, moi, je la déplore, je la combats, de manière très concrète. Donc, évidemment que c'est un problème. Après, si tu veux, là où je pense qu'il y a, dans cette lecture-là, il y a aussi il y a pour le coup un angle mort, c'est que déjà, pour faire une alliance, il faut être deux. Aujourd'hui, toutes les études qui ont été menées, quoi qu'on en dise, notamment, je pense à un livre qui a été coécrit par Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal sur le vote des Juifs à l'extrême droite, prouvent que le vote des Juifs est totalement aligné avec le vote avec le vote de tous les Français. Donc, il n'y a pas plus de Juifs qui votent à l'extrême droite. En revanche, il y a une réelle tentative de récupération à des fins islamophobes qui est catastrophique. Et pour laquelle de nombreux Juifs, et c'est pour ça que j'ai parlé de ces collectifs et que je pense que c'est important de relayer leur voix, s'opposent. En revanche, il faut aussi ne pas avoir un autre angle mort qui est de se poser la question de comment ce champ a pu être occupé en tout opportunisme et en tout racisme par l'extrême droite. Et je pense que c'est là-dessus que quand on est militant de gauche, il faut aussi qu'on fasse nos propres examens de conscience pour se poser la question de comment l'extrême droite a pu occuper ce terrain et qu'est-ce qui s'est passé pour que ce terrain qu'on ait laissé le champ libre d'une certaine façon en n'étant pas suffisamment à la hauteur. Donc voilà ce que je voulais te répondre sur cette partie-là. Et tu as dit plein d'autres choses intéressantes, mais je me rappelle plus. Sur la question de la récupération, en fait, de l'analyse raciste, en fait, qui imputerait l'antisémitisme à, il faut le dire clairement, enfin, les Arabes musulmans de France. Mais en fait, ça, c'est typiquement ce dont on parlait, en fait, le manque de reconnaissance de l'endogénéité, de l'historicité de l'antisémitisme et de l'islamophobie à l'espace européen et français.
Enfin, je veux dire, la France a une histoire, mais ancrée dans les deux. Et donc, c'est encore une fois... alors là, ce sera intéressant aussi d'un point de vue historien. Moi, une des dynamiques aussi historiennes que j'observe avec l'Europe dans sa manière de gérer les problèmes, c'est d'externaliser. Il y a quand même quelque chose sur maintenant des siècles de quand il y a un problème, il y a une surpopulation appauvrie, on l'externalise, qui deviendra des populations qui vont coloniser l'Australie, les États-Unis. Quand on a un problème à la fois de territoire et de revendication suite à la Deuxième Guerre mondiale et aux exactions faites contre les personnes juives, on va dire ok, on va utiliser, parce qu'il faut quand même pas que ça desserve l'Europe, on va utiliser des territoires coloniaux, etc. Donc moi, il y a quand même quelque chose, il y a une dynamique comme ça dans l'histoire européenne qu'on doit aussi analyser de qu'est-ce que ça veut dire à chaque fois, soit d'externaliser, d'imputer aux autres ou d'éliminer les problèmes sans s'asseoir concrètement avec, et puis vraiment de prendre les responsabilités et tout ce qui vient avec. Et pour moi, cette récupération, enfin cette analyse en fait raciste, en effet, qui impute l'antisémitisme aux Arabes, enfin voilà, c'est une des manières qui montre très bien en fait cette idée que le racisme serait extérieur à la France, contraire aux valeurs de la République, etc. C'est faux, c'est archi faux, mais ça c'est une histoire que la République se raconte. Par rapport à l'AMI, moi je pense pas que, enfin moi j'entendrais totalement pourquoi elle se sentirait pas bienvenue. C'est pas ce que je voudrais, mais en fait, en toute honnêteté, on a peu de représentation en effet de personnes juives et noires. C'est pas comme si c'était des personnes très médiatisées, dont on entend beaucoup les histoires, dont on entend aussi les postures intersectionnelles. Donc j'entends totalement que c'est une personne qui pourrait se dire en fait mon expérience, mes particularités qui ajouteraient énormément à la fois de complexité et d'enrichissement à cette discussion, elle ne sera pas saisie. Moi, et ça, honnêtement, on aurait tout à apprendre et c'est juste et c'est légitime qu'elle se dise mais en fait on n'a pas parlé de moi ce soir, en effet. Et alors, si je peux compléter, parce qu'Ilana n'est pas là pour expliquer son titre, mais pour avoir lu son livre, je voudrais juste te faire une précision sur cette histoire des Blancs comme les autres. C'est justement pour s'attaquer à ce préjugé qui aujourd'hui nous explique que les Juifs sont des suprémacistes blancs en puissance. On en parlait tout à l'heure avec des amis tunisiens. On se montrait des photos de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents qui étaient des berbères de la montagne de l'Atlas au Maroc et ailleurs. Et on se disait c'est quand même assez ironique aujourd'hui cette assimilation des Juifs aux Blancs. Et donc justement, Ilana questionne cette question-là. Questionne ce préjugé-là dans son livre en expliquant toute la pluralité de l'identité juive et à quel point cette idée selon laquelle aujourd'hui des Juifs seraient non seulement blancs mais finalement des super blancs, puisque des super colons, des super profiteurs, oppresseurs, etc. C'est une question justement qu'elle déconstruit. Donc voilà, c'est juste pour répondre sur le titre, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, au contraire, elle le pose comme une question et elle y répond de manière très claire. Exactement, merci beaucoup. On avait une autre question ici, s'il vous plaît, juste au deuxième rang. Ouais. Vous pouvez lever la main. Oui, c'est une question pour Anna, qui a donc fondé un mouvement important, les Guerrières de la Paix, dans lesquels il y a des Juives et des musulmanes. Et ce qui s'est passé, la question, comment vous avez réagi à ce qui s'est passé à Paris lorsqu'il y a eu une grande manifestation contre le féminicide et qu'il y a un nombre de femmes juives qui voulaient parler de ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc ils étaient complètement concernés puisqu'il y a eu des femmes qui ont été tuées, violées, etc. Et ces femmes-là ont été forcées, on les a mis de côté. On n'a pas voulu les mettre avec la manifestation. Il s'est passé un peu la même chose à Lausanne pour la journée des femmes, donc le 8 mars. Et il y a eu aussi des agressions contre les femmes juives en leur disant « vous n'avez rien à faire ici ». Enfin, vous qui êtes dans un mouvement justement où il y a les juifs et les musulmans, comment vous avez réagi à ces choses-là ?
Alors déjà, j'ai découvert en écoutant votre témoignage en introduction qu'il y avait eu la même chose ici en Suisse. Évidemment, on a été atterrés. Je sais même pas comment vous dire. Nous, il se trouve qu'on était à cette fameuse marche, qu'on organisait le soir même un rassemblement avec des femmes du monde entier, y compris des femmes palestiniennes et israéliennes, mais aussi des femmes ukrainiennes, russes, afghanes, iraniennes, etc., pour lancer justement un appel à la solidarité internationale des femmes. Donc, on a quitté la manif avant qu'elle dégénère. Il faut savoir qu'avant, la veille déjà circulait des communiqués co-signés par différents groupes féministes qui ciblaient justement la présence de ce collectif dans la marche. Donc ça s'est pas arrivé comme ça. Il y avait déjà la volonté de dire que ce groupe n'était pas le bienvenu. Et ce que ça a révélé, bon, on pourrait en parler pendant des heures parce qu'il y a beaucoup de questions liées au féminisme, etc. Mais en tout cas, il y a par 2 fois, parce que c'était arrivé déjà à la marche du 25 novembre, elle n'avait pas pu marcher, mais le 25 novembre, elle n'avait pas pu marcher, mais elle n'était même pas dans l'interorga de la manif. Or, cette fois-ci, elles étaient prévues dans la manif, elles avaient un cortège officiel, etc. Et donc, elles ont marché et elles ont dû être exfiltrées parce qu'elles se sont fait jeter des projectiles dans la figure, insultées, de salopes de sionistes, etc. Donc, nous, évidemment, on a été atterrés et ça a été largement partagé par toutes les femmes du mouvement, qu'elles soient juives, musulmanes, chrétiennes, athées. On a toutes été absolument révoltées quand on a su ce qui s'était passé. Et en fait, ce qui s'est passé, et c'est ça, on en revient à la question qui était posée sur la question de l'assimilation des juifs à l'extrême droite, c'est qu'une grande partie des militants avaient fait circuler l'idée qu'en fait, ces militantes étaient des militantes d'extrême droite qui défendaient la politique de Netanyahou, etc. Ce qui est totalement faux. C'est-à-dire que c'est des militantes qui viennent de, je ne sais pas si vous connaissez l'UEJF, qui est un syndicat étudiant, enfin qui viennent de plusieurs milieux militants, mais qui sont absolument pas d'extrême droite. Or, ce qui a été raconté, c'est que ces femmes étaient des fascistes et que donc elles n'avaient pas leur place à une marche féministe. Et de plus en plus s'opère dans une partie de la gauche et des mouvements militants cette assimilation des juifs qui veulent lutter contre l'antisémitisme à des réactionnaires d'extrême droite, etc. Et donc ce serait totalement légitime et ce serait même faire honneur à la lutte que de les virer ou de les exclure parce qu'ils n'auraient pas leur place. Et ça, je crois que c'est effectivement très dangereux. Et là, pour le coup, autant le 25 novembre, il y a eu pas mal d'ambiguïté, autant là, je crois que les gens ont largement quand même, il y a eu un check news dans Libération pour raconter ce qui s'était passé, donc les gens ont vu que cette violence-là était absolument inacceptable et qu'évidemment, elles auraient dû pouvoir marcher au même titre que tous les autres mouvements et que toutes les autres revendications ce jour-là. Merci beaucoup, on a le temps pour encore une question, peut-être ici. Ça fait plusieurs dizaines d'années, en tout cas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y a beaucoup d'initiatives en Europe et aux États-Unis pour lutter contre l'antisémitisme. Beaucoup de gens ont été mobilisés, beaucoup d'argent a été dépensé. Or, tout ce qu'on constate, c'est que l'antisémitisme ne fait que croître. Quelle est votre explication ? En 1 minute 52. Moi, j'ai pas là vraiment, c'est une hypothèse et pas une explication. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs et puis que c'est une vraie question de recherche et que des fonds devraient être dégagés pour pouvoir répondre à cette question parce qu'elle est extrêmement pertinente. Alors je fais un peu une boucle de nouveau avec l'expérience, je disais, de comment au niveau familial, un des moyens de sensibilisation et qui était perçu comme un moyen de lutte antiraciste, c'était de dire, bah voilà, Oma, elle a gardé le silence, soi-disant la honte, etc. Génération suivante, notre but à nous, c'est de comprendre notre histoire, il faut qu'on s'en saisisse, etc. Donc, bah voilà, à coup de musées, de visites aussi de camps de concentration, etc., avec des prises de conscience très géographiques, parce qu'un des mythes qui lui a été transmis à ma grand-mère et qu'elle a continué à nous raconter, c'était de dire c'était comme si les camps de la mort et les camps de concentration étaient très extérieurs à Berlin, là où elle était, alors qu'en fait Oranienburg c'est à 2 heures de train, donc ça c'était pas possible. Donc il fallait qu'on soit sur place et qu'on se rende compte avec ma mère que en fait il y a une histoire familiale qui non seulement nous a pas été transmise, mais en plus il y a du mensonge. Mais ça c'était un activiste qu'on va dire mémoriel, historien, etc.
et elle pensait avoir fait bien fait, avoir fait ce qu'il fallait. Ce que je me rends compte néanmoins, et je en suis très reconnaissante. Par contre, ce que je me rends compte, c'est que cette idée, c'est aussi quelque chose que quand on est dans les autres formes de lutte, notamment le racisme anti-noir, on se dit, voilà, l'importance de l'histoire, de la transmission, et j'y crois, j'y suis historienne, donc je crois à l'importance de l'histoire. Sauf que, à force de toujours penser, peut-être naïvement, que l'histoire et la connaissance du passé va régler le présent, je crois qu'on passe à côté de quelque chose. C'est-à-dire que qui dit histoire dit souvent des événements qui sont relégués au passé, avec des fois des lectures très binaires, des bons et des méchants, et puis que, a priori, personne ne veut s'associer au mauvais côté de l'histoire. Donc en fait, on peine ensuite à voir comment, dans notre quotidien, on est en train de reproduire des choses qui, si on les lisait peut-être dans un livre d'histoire, après 10 ans, on se dirait, mais en fait, cette personne, elle est, je sais pas, antisémite, antiraciste, etc. et tout. Comment est-ce que nous, on n'arrive pas à se percevoir dans ce geste du quotidien concret qu'on n'est pas en train de reproduire ça? Et je pense qu'il y a une manière dont on assimile l'histoire qui ne fonctionne pas quand on est dans la lutte. Donc c'est peut-être une clé de réponse minime, mais je crois que dans les instruments de lutte qu'on met en avant, la sensibilisation, surtout en Suisse, on aime bien la sensibilisation, il faut sensibiliser, etc. Je crois qu'elle a ses limites, donc voilà. Mais ça n'explique pas tout. Je vous remercie d'abord parce que en 3 secondes, vous avez posé une question, vous avez dit une grande vérité. Et comme je vois le temps, parce qu'on a un timer là qui va, et on a largement dépassé le temps à disposition, ma réponse très brève, c'est non seulement vous avez raison, mais ma brève réponse, c'est qu'on enseigne très peu et très mal. À la fois l'antisémitisme, le racisme et l'antiracisme et les luttes contre l'antisémitisme. Et qu'il faudrait faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Je ne dis pas que rien n'a été fait. Beaucoup de choses ont été faites, y compris en Suisse. Donc ça serait vraiment très faux de dire non, on ne fait rien du tout. Et je ne suis pas du genre à dire défaitiste ou nihiliste. Ce n'est pas du tout ça, non. Il y a pas mal de choses qui ont été faites, mais pas suffisamment. Pas suffisamment, et c'est la même chose au niveau des études universitaires. C'est exactement le même problème. On enseigne peu et on recherche pas suffisamment. Je pense que là, sur l'éducation, il y a vraiment beaucoup à faire. Merci. Le mot de la fin. Oui, peut-être. Enfin, déjà, je suis totalement d'accord sur ce qui vient, avec ce qui vient d'être dit, mais au-delà de ça, je crois que si on pouvait répondre à cette question, je crois que l'humanité se pose depuis des millénaires, ce serait ça irait mieux. Mais à mon avis, on va continuer de se la poser, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse. C'est complètement, finalement, je crois, cette haine de l'autre, quel qu'il soit, cette haine de celui qui ne nous ressemble pas, que ce soit le racisme, l'antisémitisme, a toujours existé, continuera, je crois, toujours d'exister. En revanche, on voit, je crois, je parle sous le contrôle des historiens, mais qu'elle est particulièrement vive quand il existe un sentiment d'injustice, quand il y a de grandes crises sociales, donc je crois qu'il faut absolument qu'on continue de se battre aussi. C'est pour ça que moi, en tout cas, ma lutte contre l'antisémitisme est totalement imbriquée à tous mes combats de gauche, et je pense que un des moyens de lutter contre la haine de l'autre, puisqu'on n'arrivera pas à éradiquer ce sentiment humain, malheureusement, qui existe depuis des siècles et qui va continuer d'exister, c'est peut-être de faire en sorte que les gens soient un peu plus heureux, qu'ils aient un peu plus de sentiment de reconnaissance, de justice, et peut-être qu'ils se haïront moins les uns les autres. Merci beaucoup. C'est aussi là que les médias ont clairement une responsabilité, un rôle à jouer en ce moment, et je vous remercie infiniment, David et Pamela Hanna, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci au FIFDH. Merci à la technique aussi. Merci à vous d'avoir consacré votre vendredi soir à cette conversation. Et puis au plaisir de peut-être échanger autour d'un verre. Merci encore. Merci.